Alors, une vidéo pour donner quelques éléments de compréhension là, pour les premiers exercices sur le travail et énergie en ATS Bio. Donc, le premier exercice est tout à fait classique. Vous avez peut-être fait un exercice de ce type en terminale. Alors, un skieur pratiquant le saut quitte la piste de lancement au point A. Donc, en fait, il faut imaginer que le skieur, sa piste de lancement, c'est ça, là, et à partir du point A, il est en l'air, hein. Donc, seul le poids va s'exercer ici à partir du point A, parce qu'on considère que les frottements sont négligeables. Si on ne considère pas le skieur qui glisse sur la piste ici, on considère le skieur après le point A qui est en chute libre, en fait. Qui est en chute libre. Donc, on fait un raisonnement énergétique. Donc, donner l'expression de l'énergie potentielle du skieur. Je vous rappelle juste que pour l'énergie potentielle, donc ici de pesanteur, il faut que l'axe des Z soit orienté vers le vertical, orienté vers le haut. S'il est orienté vers le bas, eh on est un peu embêté. Bon, je dis quand même, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgz. Si Z est orienté vers le haut, si c'est vers le bas, c'est moins mgz. Faites attention. Donc, gardons toujours la convention orientée vers le haut. L'expression de l'énergie mécanique. OK. Donc, on nous induit là sur un raisonnement par le théorème de l'énergie mécanique pour la question d'après, la question 1.3, il faut déterminer la vitesse au point culminant de sa trajectoire. Donc, on pourrait très bien utiliser le théorème de l'énergie cinétique, mais là, on nous suggère d'utiliser plutôt le théorème de l'énergie mécanique. Donc, on utilise le théorème de l'énergie mécanique. Se poser la question, est-ce que le système est conservatif ou non conservatif? Donc là, dans ce cas-là, seul le poids s'exerce. On sait parfaitement que le poids, c'est une force conservative puisqu'elle dérive d'une énergie potentielle. Voilà, donc on est dans ce cas-là. Donc, je sais que l'énergie mécanique est constante tout au long de la trajectoire étudiée, c'est-à-dire après le point A, lorsqu'il est en chute libre. Bon, là, l'idée, c'est d'appliquer le fait que l'énergie mécanique est constante entre A et C. En fait, on ne va pas utiliser le fait que la dérivée de m par rapport au temps égale à 0, ce qui serait vrai, hein. Si l'énergie mécanique est constante dans le temps, la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est nulle. Ça, on l'utilisera quand vous trouvez une équation différentielle du mouvement. Dans ce type de situation, en fait, on va plutôt utiliser le fait que l'énergie mécanique est constante entre A et C. On connaît la vitesse en A, vous trouvez la vitesse en C. Donc, l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en C. On exprime de chaque côté ce qu'il y a à exprimer et on trouve la vitesse au point C. Donc, très classique. Voilà. Pareil pour la suite. Donc, je passe au deuxième exercice. On retrouve avec joie un ressort vertical qui va devenir... les ressorts vont devenir vos amis. Donc, alors, il faut d'abord faire des schémas clairs et précis. Premier schéma, je fais un ressort à vide sans masse accrochée. Donc, sans masse. C'est ça que ça veut dire à vide. Ensuite, un ressort avec la masse accrochée. Je sais que pour un ressort vertical, j'ai bien dit vertical, lorsque j'accroche une masse, ça étire un petit peu le ressort, évidemment. Donc, masse, mais équilibre. Et ensuite, c'est ce troisième schéma qui vous manquait lors du devoir, hein, c'est un troisième schéma avec un ressort avec une masse accrochée, mais en mouvement. Donc là, je fais la masse
Je fais le ressort un peu plus étiré que dans la situation d'équilibre, mais je pourrais le faire en moins étiré, ça serait pareil. Et là, il faut que je choisisse un repère. Hein. Mais attention, il y a une subtilité, contrairement à ce qu'on a vu. Donc là, on raisonne sur l'énergie, puisque là, on va nous faire établir l'énergie potentielle de pesanteur du système. Donc on nous fait raisonner sur l'énergie et pas du tout avec l'énergie, avec le théorème d'énergie, le théorème, la seconde loi de Newton. Donc là, on veut raisonner sur l'énergie et pas avec les lois de Newton. L'énergie potentielle. Donc là, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que l'énergie potentielle, il y en a de deux types. Une énergie potentielle de pesanteur liée à l'altitude de la masse. Alors attention, là, je me place dans cette situation en mouvement, là, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Dans cette phase en mouvement, là, le système a de l'énergie potentielle, deux pesanteurs liées à la position de la masse, ce que je considère un ressort sans masse, et une énergie potentielle élastique liée au ressort. Mais à partir du moment où je parle de l'énergie potentielle de pesanteur, rappelez-vous, je l'ai dit juste avant, il faut que l'axe des Z soit orienté vers le haut, vertical vers le haut, et pas vers le bas. Là on est obligé. Disons que si on veut utiliser la formule MGZ, parce que là, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est MGZ, comme j'ai dit tout à l'heure, on a le droit d'utiliser MGZ si Z est orienté vers le haut, vertical vers le haut. Alors, on va prendre la même origine du repère comme on a pris la dernière fois, c'est-à-dire l'origine quand la masse est à l'équilibre. Donc, du coup, ici, ça définit l'extrémité du ressort à vide définit SZ0. Quand la masse est en mouvement, sa position assis à un instant T, là c'est un instant T quelconque, sa position est définie par ce Z ici. Voilà, il se trouve que le Z0 est positif avec le choix de cet axe et le Z est négatif. N'oubliez pas que la masse, elle oscille, là, ici, elle est en mouvement. Hein. Donc le Z, il varie constamment dans le temps. Donc là, il y a deux formes d'énergie potentielle, de pesanteur, MGZ, avec Z orienté vers le haut. Si ça avait été orienté vers le bas, j'ai déjà dit, ça serait moins MGZ, mais là, on va se compliquer un petit peu. Et l'énergie potentielle élastique liée au ressort, c'est 1/2 de K. Ça, il faut que vous le sachiez par cœur. Z moins Z0 avec les conventions précédentes au carré. Alors, attention, on est dans cette situation-là. Hein. Dans cette situation-là, le Z n'est pas nul. Dans la situation d'équilibre, le Z, il est nul. Ok, revenons à la question. C'était quoi déjà la question? C'était en déduire l'allongement du ressort à l'équilibre. Alors, la question, il faut la comprendre comment? Il faut la comprendre comme l'allongement du ressort entre sa position à vide et la position à l'équilibre, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire, on charge la valeur de Z0, en fait. L'allongement du ressort à l'équilibre, en déduire l'allongement du ressort à l'équilibre, c'est-à-dire, il s'est allongé entre la position à vide et la position à l'équilibre, entre là et là, il s'est allongé de Z0. Donc, il faut trouver Z0. Alors, on va pas du tout utiliser la seconde loi de Newton, on va faire un raisonnement énergétique. On veut trouver disons que ce qui va nous permettre de trouver la solution, c'est la caractérisation de l'équilibre. Ce que je viens de dire, cette expression d'énergie potentielle, c'est valable tout le temps. Notamment quand c'est en mouvement. Donc, on se place à l'équilibre, puisque je trouvais l'allongement à l'équilibre. On se place à l'équilibre, OK, et on utilise une propriété de l'énergie potentielle. Dernier paragraphe du chapitre.
à l'équilibre. Là, vous pouvez faire une petite pause pour réfléchir. On est à l'équilibre. Donc, on a travaillé ça sur le dernier paragraphe du chapitre. Équilibre, équilibre stable et instable. Si le système est à l'équilibre, vous pouvez faire une petite pause. La dérivée première de l'énergie potentielle par rapport à quoi? De nouveau, une petite pause. Par rapport à la position, c'est-à-dire Z, la coordonnée Z, eh bien, elle est nulle. Voilà. Donc, en fait, il faut dériver ça par rapport à Z et dire que ça vaut 0 quand on se situe à l'équilibre. OK? Donc, D de P sur DZ, vous dérivez, ça vous donne une expression en fonction de Z. Alors, attention, il y a une autre subtilité parce que n'oubliez pas qu'à l'équilibre, Z égale à 0. Hein. Dans un premier temps, vous dérivez DEP par rapport à Z sans supposer qu'on est à l'équilibre dans un cas quelconque. Ensuite, vous dites que ça vaut 0 à l'équilibre et en utilisant que Z égale à 0 aussi à l'équilibre. Hein. À l'équilibre, on est là, hein, donc c'est Z égale à 0. Hein. Bon, bref. 2.2. Alors, 2.2, on va utiliser le terme d'énergie mécanique. Théorème d'énergie mécanique. On se pose la question, est-ce que le système est conservatif ou non conservatif, comme tout à l'heure? S'exerce le poids qui est une force conservative, la force de rappel du ressort, que je peux noter vecteur, qui est une force conservative, puisqu'elle dérive d'une énergie potentielle, les deux dérivent d'une énergie potentielle. Donc le système est conservatif. Donc l'énergie mécanique du système est constante au cours du temps. Donc la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est nulle. Alors on va utiliser ça, comme tout à l'heure, dans le premier exercice, ou ça. Eh bien, on va utiliser ça parce qu'en fait, là, on cherche d'équations différentielles. Alors, je ne vais pas l'écrire. Hein. Voilà, on cherche l'équation différentielle et je vous ai dit juste il y a 5 minutes que quand on cherche l'équation différentielle, la méthode qui va être la plus efficace pour trouver l'équation différentielle dans le cas d'une étude énergétique, c'est de dire que dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps égale à 0, hein, si le système est conservatif, évidemment. Voilà. C'est exactement le même raisonnement que pour le pendule simple. J'exprime l'énergie mécanique. Je dis que c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Attention, là, il y a deux énergies potentielles, on vient de le voir. Je dérive ça par rapport au temps et je dis que ça vaut 0. Et je trouve l'équation différentielle de mouvement. Donc ça veut dire que je me considère que je suis en mouvement. Hein, donc je suis dans cette situation-là. Hein. Bon, après, la suite, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Alors, l'exercice 4, c'est l'exercice supplémentaire. Mais bon, ça serait bien de le faire aussi. Donc, ça se réfère à la situation de la figure 3. Donc là, on a un skieur qui glisse sur une piste qui a deux portions, une portion rectiligne, une portion circulaire. Et dans la première question, on néglige les frottements. Les frottements sont négligeables. Voilà. Alors, on peut appliquer le théorème d'énergie cinétique ou le théorème d'énergie mécanique. Alors, le système va être conservatif. Le système est conservatif ici. Pourquoi? Parce que le skieur, tout au long de son déplacement, là, il y a deux forces qui s'exercent sur lui. La réaction normale de la piste, pas de frottement, hein, et son poids. Le travail élémentaire de la réaction normale est nul. Donc, c'est une force conservative, Rn.
Le poids est une force conservative, donc le système est conservatif. Système conservatif, donc l'énergie mécanique est constante. Entre le point de départ et le point d'arrivée. Entre le point A, je crois, entre le point A et le point d'arrivée, attention, on ne sait pas où est le point d'arrivée. Ne présupposez pas que le point d'arrivée, c'est B. On ne sait rien. Et le point d'arrivée. Donc, entre A et le point d'arrivée, je choisis une lettre, point d'arrivée, je ne sais pas, P. Bon, peu importe. Ou un autre, ou je ne sais pas, F. Il n'y a pas de F sur le schéma. Non, il n'y a pas de F. Voilà. Le théorème d'énergie cinétique donnerait la même chose. Hein. Alors, par contre, là où ça se complique, c'est dans la question d'après, la question 4.2. On a des frottements. Attention, la norme est supposée constante. La valeur est supposée constante. Ça va tout changer, ça. Enfin, ça va tout changer. Parce que là, on sait calculer, on connaît l'expression du travail d'une force constante. C'est facile à trouver. Et on applique le théorème de l'énergie mécanique. Donc, ça, c'était 4 points. Ça, c'est 4.2. On applique le théorème d'énergie mécanique, mais là, le système est non conservatif parce qu'il y a des frottements. Donc, la variation de l'énergie mécanique du système est égale à la somme des travaux des forces de frottement. Pardon. La variation de l'énergie mécanique du système est égale aux sommes des travaux des forces non conservatives. La seule force conservative, c'est la force de frottement. Là, on va travailler entre le point de départ, le point A et le point d'arrivée, on nous dit que c'est le point C. Et en appliquant ça, on va trouver la réponse à la question, qui est déterminer l'expression et la valeur de la force de frottement. On va trouver la valeur de l'expression littérale d'abord et la valeur de F. Voilà. Et pour trouver ça, il faut passer par le théorème de l'énergie mécanique parce que la force, la valeur de F est contenue dans le travail de F. Et vous allez voir qu'on va connaître tous les autres termes de l'expression delta EM égale travail de F. Et dernière chose, en fait, il faut décomposer le mouvement en deux parties entre A et D et D et C, pardon. Entre A et D dans un premier temps et D et C. Voilà. En fait, ce travail, il faut le décomposer en deux, de A à D, puis de D à C. Comme de A à D, le mouvement est rectiligne, enfin la portion de piste est rectiligne, le travail de F sur A à D va être différent du travail de F de D à C, parce que de D à C, la portion est circulaire. Bon, je m'arrête là. C'est déjà pas mal.